le marathon de Paris approche et du coup je suis allé voir Daniel Benjamin qui est un podologue du sport spécialisé dans la course à pied. Et Daniel, tu es aussi masterisant en biomécanique, c'est ça? Ouais, exactement, masterisant en biomécanique humaine et effectivement je vois pas mal de marathoniens avant et puis surtout après le marathon de Paris. Oui, parce que donc, du coup justement on va parler des impacts qu'a le marathon sur les genoux. Exactement. Donc je vais te poser quelques petites questions et ensuite on fera un petit peu plus de pratique. Ok? Donc, Daniel, qu'est-ce qui se passe au niveau des articulations pendant le marathon? Parce qu'on rappelle que le marathon, du coup, c'est une course longue durée où donc les impacts, les contraintes sont démultipliées sur les articulations. Oui, tout à fait. Donc déjà, il faut déjà partir expliquer que pendant la course à pied, donc on ne fait pas des pas, on fait des foulées. Ouais. Et le principe d'une foulée, c'est que contrairement à la marche où pendant quelques cycles de la marche, tu es en appui sur tes deux pieds, quand tu cours, tu as que des phases d'envolée et que des phases d'appui sur un seul membre. C'est-à-dire que tu vas charger de manière très importante chaque membre inférieur en alternance, bien évidemment en fonction de sur quelle jambe tu es. D'accord, donc ça veut dire que oui, on est des fois sur un seul pied, alors qu'à la marche, on est souvent sur les deux pieds, donc forcément deux fois plus, au moins de poids. Ben, tu peux avoir une charge et une contrainte qui est effectivement démultipliée, puisqu'en plus tu emmagasines l'énergie cinétique de ta course. Donc la vitesse. Donc la vitesse égale l'énergie associée à ta vitesse et à ta masse. Et donc du coup, effectivement, tu vas pouvoir impacter jusqu'à 150%, parfois même plus, du poids de ton corps sur un seul membre. D'accord, donc ça fait une contrainte quand même qui est considérable. Et en plus, avec le marathon, c'est répété un certain nombre de fois. On peut parler de jusqu'à 50 000 foulées pour un marathon? Oui, on doit pouvoir parler à peu près selon la longueur de la foulée du patient. On peut effectivement imaginer que certains peuvent aller jusqu'à 50 000 foulées sur un marathon. Très bien. Alors du coup, on va parler maintenant des pathologies qui sont les plus que tu vois le plus, toi, en fait, sur le genou après le marathon. Donc on a 3 pathologies surtout, on va ressortir le top 3 un petit peu, ce qui risque de vous arriver après le marathon de Paris dans quelques jours. Oui, tout à fait. Bon, la pathologie numéro 1 qu'on retrouve le plus fréquemment dans la course à pied, ça va être le fameux syndrome de l'essuie-glace, qui est donc une pathologie que beaucoup de coureurs connaissent. En fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves à avoir des douleurs à l'extérieur du genou, douleurs latérales au genou. Ça va commencer, après un certain nombre de kilomètres, ça va commencer par une toute petite gêne à l'extérieur du genou. Et puis au fur et à mesure, cette gêne, elle va vraiment s'accentuer de manière significative jusqu'à ce que... alors, soit ça t'arrête, en fonction de quand la douleur est apparue, soit tu arrives à finir, mais tu vas clopiner bon an, mal an, jusqu'à la fin. D'accord. Donc on va revenir plus profondément, enfin plus en détail sur cette pathologie. Et les deux autres Alors on a l'autre, la deuxième pathologie, je dirais, qui arrive assez fréquemment. On retrouve bien évidemment la tendinite rotulienne également, donc le tendon rotulien qui part de la pointe de la rotule qui va s'insérer sur le tibia. Donc de la même manière. Alors ça peut être un peu plus gérable pendant une course à pied, c'est-à-dire que les coureurs ont moins de difficultés à finir avec une tendinite rotulienne qu'avec un syndrome de l'essuie-glace, mais du coup c'est également assez pénible. Et la dernière pathologie, alors c'est plutôt une classe de pathologie. Ce qui se passe, c'est que en fonction du type de foulée, des contraintes répétées, on peut se retrouver avec des épanchements un petit peu répétés au niveau du genou, comme les articulations, la capsule articulaire souffre un petit peu, on peut avoir des petits épanchements, et dans des cas plus importants et plus graves, on peut se retrouver avec des œdèmes osseux, voire des lésions, des lésions partielles du ménisque. Donc pour ce troisième groupe de pathologies, ça représentera surtout des douleurs, on va dire, du cartilage, des ménisques ou tout simplement de gonflement, d'inflammation articulaire du genou. Là, on va revenir un petit peu sur le syndrome de la bandelette iliotibiale, qui est également appelé syndrome du TFL assez communément. Donc ce qui se passe, c'est que le long de la partie latérale de la cuisse, il y a une grande bande fibreuse qui vient s'insérer à l'extérieur, juste en dessous du genou, comme on voit là. Et cette bande fibreuse, en fait, a un rôle très important dans le maintien et de la stabilité du genou. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant la course à pied, le geste répété de la course à pied, on retrouve un frottement de cette bandelette contre le relief osseux du genou. Et en fait, c'est le frottement répété de cette bandelette qui entraîne une inflammation de cette dernière et donc la douleur. C'est pour ça qu'on parle de syndrome de l'essuie-glace, puisque la bandelette frotte de manière très répétitive contre le genou
comme un essuie-glace sur un pare-brise. Et du coup, alors en général, les marathoniens, les coureurs de marathon en tout cas, qui ont ça après avoir effectué leurs 42 km, ils récupèrent en combien de temps en moyenne? Alors, il faut savoir que le syndrome de l'essuie-glace, c'est vraiment une pathologie typique de la course à pied. Donc, on va dire que la plupart du temps, les coureurs, les deux jours qui suivent le marathon vont vraiment énormément boiter, avec une particularité assez drôle. On les voit à la fin du marathon. Ils ont beaucoup de mal à descendre les escaliers. On voit ça très souvent à la fin du marathon, des gens qui descendent les escaliers en crabe. Et c'est vraiment la particularité. Donc en général, ça dure 2-3 jours de douleur intense par la suite. Et ça met une semaine, 10 jours à disparaître complètement. Mais c'est une pathologie qui ne se produit quasiment pas à la marche. Alors, bon, du coup, Daniel va vous montrer le tenseur du fascia lata, le TFL, qui est donc une bandelette qui part de la fesse pour aller jusque sur le côté du genou, même un petit peu en dessous. Exactement, donc on a la partie musculaire qu'on ne peut pas vraiment voir qui part de la partie haute de la hanche. Et vous avez une longue bande fibreuse, on va commencer à la voir apparaître à peu près vers ici, vers là où il y a ma main. Et donc je vais la pincer pour qu'on voit son trajet jusqu'en bas du genou. Voilà. Je vais te mettre en position. Vas-y, tu peux y aller. Vous voyez, là je la sens un peu, mais là, on va voir un peu ce relief qui est dans mes doigts, là. Voilà, donc ça c'est la bandette iliotibiale. Là on la sent bien. Vous voyez, donc vous voyez bien le relief, ce que je suis en train de pincer, là je suis en train de la tenir, et donc elle continue à descendre. Elle s'affine au fur et à mesure qu'elle descend, et donc elle continue comme ça, et elle va se terminer un petit peu plus bas, juste en dessous du genou. Et du coup, la zone où il y a le frottement. Donc la zone où il y a le frottement, tu peux te relâcher. Donc la zone où il y a le frottement, en fait, quand vous fléchissez, la bandelette iliotibiale, elle est en avant de la partie latérale qu'on appelle du condyle fémoral. Donc elle est en avant, et quand on va fléchir, elle va passer en arrière, comme ça. Donc en fait, c'est le mouvement de flexion-extension répété du genou pendant la course à pied qui va entraîner donc le frottement, comme mon pouce est en train de faire, sur le relief osseux, et donc comme un essuie-glace, d'où son nom, le syndrome de l'essuie-glace. Donc là, on va parler maintenant de la tendinopathie rotulienne. Donc là, on est sur une douleur qui est beaucoup plus à l'avant et en dessous du genou. Donc de la même manière, le tendon rotulien fait partie de ce qu'on appelle de l'appareil extenseur du genou, donc qui permet d'étendre le genou. Et c'est un geste qui doit vraiment se produire de manière axée. Or, ce qui se passe, c'est que dans la course à pied, dû à certaines déviations, les coureurs n'ont pas toujours une foulée axée. Et donc, du coup, on se retrouve avec un excès de contrainte important sur le tendon rotulien qui va avoir tendance à s'inflammer et donc à devenir également très pénible. Ok, donc cette fois, il me semble que ça peut être un peu plus long pour récupérer de cette tendinopathie rotulienne. Tout à fait, parce que la tendinopathie rotulienne, le problème qui se pose, c'est que ce tendon rotulien est également pas mal sollicité dans la marche et bien évidemment surtout dans la montée des escaliers, puisque quand tu vas forcer dans la montée des escaliers, tu vas faire une extension importante du genou. Donc ça peut persister plus longtemps puisque du coup ce tendon rotulien étant sollicité et inflammé, on va se retrouver avec une douleur qui peut être un peu plus longue, mais on estime en général que 2-3 semaines après, ça doit être à peu près. Donc là maintenant, on va parler donc, du tendon rotulien. Donc le tendon rotulien est donc la terminaison du quadriceps, et le quadriceps donc insère un os sésamoïde osseux, qui est le plus gros sésamoïde du corps, qui s'appelle la rotule. C'est-à-dire qu'en gros, la rotule, elle est inclue à l'intérieur d'un muscle, en gros, à l'intérieur du tendon. Exactement. Donc là, on va le mettre un petit peu en évidence. Donc comme on disait, ça fait partie de l'appareil extension du genou. Donc l'extension du genou, c'est ce mouvement-là. Donc je vais te demander de forcer contre ma main en essayant de faire l'extension du genou. Donc voilà. Donc là, on va le sentir ici, à nouveau entre mes doigts. Donc Yann a un gros rond. Et donc il a un trajet assez court. Il part de la pointe de la rotule et il vient descendre et s'insérer un petit peu plus bas sur une tuberosité qui est sur le tibia. Et donc, comme je vous ai dit, vraiment, l'appareil extenseur du genou est fait pour fonctionner de manière axée. Alors, ce qui se passe, c'est que si on a le genou qui rentre vers l'intérieur ou même qui part vers l'extérieur, il va fonctionner de manière un petit peu désaxée, ce qui va au fur et à mesure l'inflammer et entraîner des petites fissurations du tendon, et donc la tendinopathie rotulienne. Donc, c'est-à-dire que certaines personnes ont des variations anatomiques, des variations à la foulée, qui font que, en gros, ça peut mettre en valgus, en varus, voilà. Il y a aussi d'autres variantes, des rotations de pieds. Les problèmes les plus simples que l'on rencontre et les plus identifiables, vous avez les personnes qui ont les genoux en X, ce qu'on appelle un genou valgum, et les jambes, des personnes où on dit communément qui ont les jambes arquées, qui marchent un petit peu comme des cow-boys, et on parle là d'un genou varable.
Donc troisième pathologie, qui est plutôt une classe de pathologie, donc c'est les douleurs et les blessures liées à, entre guillemets, à l'excès de compression et de contrainte sur le genou. Donc on peut avoir des simples, on va dire, petits épanchements, c'est-à-dire le fait que la capsule articulaire du genou se soit un petit peu fissurée, donc le genou gonfle un petit peu, peut être un peu rouge. En fonction de la taille de l'épanchement, ça va plus ou moins se résorber rapidement. Un gros épanchement va mettre plusieurs semaines, 2-3 semaines, un tout petit épanchement quelques jours. Également, ce qui va se passer, c'est qu'on peut atteindre des stades plus graves, où on peut avoir des petits œdèmes osseux, c'est-à-dire qu'à cause des contraintes, l'os a un petit peu saigné, et donc du coup ça augmente un petit peu la pression dans la capsule articulaire et ça oblige l'os à cicatriser. On peut avoir également des lésions un petit peu du cartilage, donc des douleurs du cartilage, et évidemment, cas un petit peu plus grave, des fissurations ou des micro-fissurations méniscales. Et on retrouve donc des douleurs un petit peu latérales, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui peuvent être assez gênantes et qui, en cas de la fonction de la taille de la fissure du ménisque, peuvent entraîner un geste chirurgical. Donc, dans tous les cas, après le marathon, c'est normal d'avoir des douleurs. Il faut se laisser quelques jours pour récupérer. Mais si vous voyez que vous ne récupérez pas assez vite, dans ces cas-là, il faut quand même aller consulter. Hein. Oui, voilà. Et il est clair qu'après un effort, si en plus vous n'êtes pas habitué à ce genre d'effort, il faut se laisser quelques jours de repos, à moins de douleurs très très intenses. Et c'est sûr que si les douleurs persistent, là, on vous invite à consulter assez rapidement. Donc nous allons parler de notre dernière classe de pathologie. Donc bien évidemment, c'est des douleurs qui sont plutôt diffuses. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez là où je tiens ici, c'est ce qu'on appelle le plateau tibial. Donc sur ce plateau tibial, on retrouve nos ménisques qui sont donc insérés sur ce plateau tibial. Et en fait, le fémur, la partie basse du fémur que je suis en train de tenir ici, qui s'appelle, donc on a deux reliefs qui s'appellent les condyles fémoraux, c'est assez particulier les mouvements puisque le fémur roule et glisse en même temps sur les ménisques pour assurer vraiment ce qu'on appelle la congruence articulaire. Et donc du coup, dans le cadre de la course à pied, ou dans le cadre où il y a beaucoup de contraintes et de petits mouvements anormaux, ces ménisques peuvent être endommagés, peuvent être fissurés et donc devenir douloureux. Également, donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a toute la capsule articulaire qui protège le genou, qui peut se fissurer et devenir douloureuse également. Et à l'intérieur du genou, nous avons donc à l'intérieur de la capsule articulaire du liquide qui est là pour lubrifier et assurer donc le bon glissement des pièces articulaires les unes en fonction des autres. Il s'appelle le liquide synovial. Et lorsqu'on parle d'épanchement, c'est parce que la capsule articulaire s'est fissurée et que le liquide synovial a fui et donc qui entraîne le gonflement du genou, et ce qui peut être assez douloureux. Il faut attendre que ça cicatrise et que le liquide s'évacue. Est-ce que ça arrive forcément dans une moindre mesure pour tous les coureurs de marathon, étant donné le nombre de contraintes qu'il y a? Oui, il y a des études avec des IRM qui montrent effectivement que quoi qu'il arrive, lorsqu'on court longtemps, on a des micro-épanchements, des petites fissurations, des petites contraintes, mais des choses qui se résorbent et qui se remodèlent très rapidement. D'accord, c'est ce qu'on voit un peu sur les dernières études scientifiques sur le sujet. Les dernières publications, notamment j'ai recherché un petit peu pour cet article, c'est que du coup, on sait que si les athlètes s'entraînent suffisamment, régulièrement, correctement, en général, on récupère de ces lésions. Tout à fait. Plus vous avez habitué votre corps à être soumis à des contraintes, plus effectivement il va avoir tendance à cicatriser rapidement. Le tout étant de faire du sport dans une juste mesure en fonction de son âge, son poids, ses habitudes et sa fréquence de sport. Donc ça c'est valable pour le genou, mais c'est valable tout simplement pour le corps, tout l'organisme. Si vous commencez un sport, une activité, il faut toujours vous habituer, être progressif et ne pas vouloir fixer par exemple comme challenge de réussir à faire un marathon en vous entraînant que pendant 1 mois et demi ou 2 mois. Oui. On retrouve d'ailleurs ces histoires d'épanchement. J'ai le souvenir d'un patient récemment qui a fait un marathon dans un pays étranger, qui ne s'était pas du tout entraîné, qui a fait une course, qui allait courir comme ça, en ayant couru 1 ou 2 fois avant et qui est revenu avec un genou comme une patate. Donc faites attention, même si vous réussissez à finir votre marathon, vous pourrez garder des séquelles pendant très longtemps, parfois même à vie. Donc merci Daniel pour tous ces conseils. Et on vous rappelle que là on a parlé des 3 pathologies que Daniel voit le plus en consultation après le marathon. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Oui, il y en a de très nombreuses autres pathologies du genou. Là, on a écumé le top 3, également les plus facilement identifiables aussi. Oui, donc il faut quand même se méfier. C'est des conseils qu'on vous donne, d'accord? C'est pas pour ça que ça va être forcément corrélé à ce que vous allez ressentir. Donc en cas de doute, bien sûr, vous consultez votre médecin dans un premier temps. Exactement.
Voilà, et bonne journée ou bonne soirée à vous. Préparez-vous bien pour le marathon et on se revoit bientôt sur Le Coin Forme.